Bonjour et bienvenue dans le studio des experts, studio dans lequel pendant 57 minutes nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. Alors au menu, le débat sur le Covid Safety Kit destiné à rattraper le retard vaccinal bruxellois, les attentats 20 ans après et les responsabilités belges et bruxelloise dans ce qui a suivi, l'insécurité dénoncée dans plusieurs quartiers commerçants de la capitale et enfin le manque de main-d'œuvre dans certains métiers à Bruxelles. Alors attention, nous respectons les règles sanitaires, nous avons un appareil d'épuration d'air dans le studio, c'est pour ça que nous ne portons pas de masque. Nous avons 2 experts seulement et 2 invités politiques. Nos experts sont Stéphanie Meyer, rédactrice en chef adjointe de BX1, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Mehmet Koksal, journaliste indépendant, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait donc un mois que Bruxelles est à la traîne. Notre taux de vaccination est beaucoup trop faible. Le PS a eu le feu vert pour mettre en place le Covid Safety Kit au 1er octobre, feu vert venant du fédéral et des entités fédérées. Et au sein du gouvernement bruxellois, les écolos traînent encore un petit peu des pieds. Alain Marron temporise, veut concerter et attendre fin septembre pour savoir si les hôpitaux seront sérieusement saturés à ce moment-là. La mise en place sera donc compliquée, d'autant plus qu'il faut éviter la fraude et il faut éviter les tricheurs au CST. Marie-Noëlle Dinan et Loïc Boulard. Un salon dédié aux machines, c'est le premier événement organisé par Brussels Expo depuis la crise sanitaire. Pour l'instant, pas besoin de Covid Safety Kit pour entrer, mais les équipes sont déjà briefées au contrôle. On scanne et ça doit s'afficher vert. Et puis, il faut contrôler quand même l'identité de la personne qui porte ce Covid Pass. Que ce soit des sociétés de gardiennage, que ce soit des sociétés d'hôtesses, tout le monde sait contrôler ces 2 choses. C'est et peut contrôler. C'est d'ailleurs prévu dans l'accord de coopération État-région. Une sécurité en plus pour éviter les fraudeurs, même si aujourd'hui l'application CovidSafe est entièrement sécurisée. C'est vrai qu'il y a eu une période où certains pouvaient faire des captures d'écran du contenu de l'application. Ce faisant, automatiquement, pouvaient se faire passer pour la personne concernée. Mais là, il y a eu une mise à jour extrêmement importante au niveau de l'application. Désormais, quand vous regardez, le QR code est entouré d'un petit cerclage, je vais dire bleu, qui clignote, et donc qui permet de là comprendre qu'on est dans l'instantané, le présent. Ce qui permet à celui qui vous contrôle de savoir que le code est authentique, un filigrane mobile qui empêche toute photo ou capture d'écran, et pour ceux qui n'ont pas de smartphone, l'impression ou l'envoi par courrier est possible. Alors il n'y a naturellement pas d'animation, mais là de nouveau, quand on scanne le code, on va constater quand il y a eu des changements, que le code n'est pas valide parce que la signature électronique n'est pas valable. On peut naturellement essayer de venir avec un code de quelqu'un d'autre. Dans le code QR se trouve aussi le nom et le prénom de la personne. On ne peut pas chipoter avec ça. Rappelons que les règles du Covid Safety Kit ne s'appliquent qu'en Belgique et que les enfants de moins de 12 ans n'en ont pas besoin. Alors ça, c'est le Covid Safety Kit tel qu'il existe aujourd'hui. Demain, au 1er octobre, peut-être qu'il va être généralisé. Est-ce que c'est la bonne solution, le Covid Safety Kit, Stéphanie Meyer? En tout cas, moi, j'aime assez bien le titre de l'Écho de jeudi dernier qui disait « Le pass sanitaire, arme rapide et aveu d'échec ». Ça résume assez bien la situation, notamment par rapport à la vaccination. Alors, je me souviens, en janvier dernier, sur ce plateau, j'étais là face à 2 présidents de parti et il y avait eu un grand blanc. Je m'étais sentie un peu seule quand j'avais dit il y a une distorsion entre la réalité du grand public qui se pose énormément de questions sur la vaccination, est-ce que je vais me faire vacciner ou pas, les risques, l'opportunité, et le monde politique qui était déjà dans l'organisation, à quelle date, comment, avec quels moyens, au niveau fédéral, régional, etc. Et quand j'avais dit ça, il y a une sorte de blanc, comme ça a l'air de dire avec quoi elle vient, la vaccination semble être une évidence au niveau politique. Ben voilà, on est 9 mois après. Et on arrive à ce palier de vaccination qu'on n'arrive pas à dépasser. On espère que ce pass permettra de passer au-dessus. Il peut apparaître comme un passage en force. Et alors là, ça dépend vraiment de l'ampleur qu'on va y donner, parce qu'on ne le sait pas encore. Quels secteurs seront touchés? Ça doit encore être défini. Cette ampleur, ça va montrer aussi un certain prix de la liberté, celle de se faire vacciner ou pas, d'avoir ce choix-là. Un prix un peu à payer de manière immédiate, parce que tant que ça touchait les vacances... Les gens disent, voilà, moi je veux pas et je pars pas en vacances. Ici, en fonction de l'ampleur, il y aura d'autres conséquences. Ça va peut-être motiver ceux qui sont un peu pas trop organisés ou qui ont temporisé. Voilà. Mais donc ça va peut-être les motiver à se faire vacciner. Par contre, moi j'ai une petite inquiétude par rapport à tout un autre public
où ça pourrait les enfermer dans une logique de résistance et que des personnes se mettent en retrait volontairement d'une certaine vie sociale. À la rédaction, on a eu l'écho notamment d'une famille comme ça qui retirait ses enfants de l'école parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir ce discours tout le temps pro-vaccin par rapport à leurs enfants. C'est interpellant. Donc on peut tomber dans l'antisystème. Oui, et on peut tomber aussi dans un clivage entre ceux qui se disent bons citoyens et les autres. Là, il y a un vrai risque social. Et la question, dernière chose, va se poser. On parle de cette 3e dose. Alors maintenant, c'est pour les immunodéprimés, un peu plus tard peut-être pour les plus âgés. Mais si cette 3e dose vient pour le grand public, est-ce que, et je repose cette question-là, est-ce qu'on est sûr et certain que tous ceux qui sont fait vacciner des 2 premières doses vont obéir le doigt sur la couture du pantalon? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on va de nouveau sous-estimer ça. Eh bien, il y a un grand silence sur le plateau parce que les 2 présidents de parti ne sont pas là ce mois-ci. Ils auraient mieux fait de vous écouter, Stéphanie Meillet. Alors, Mehmet Koksal, qu'est-ce que vous pensez de cette notion de liberté? Est-ce que c'est vraiment exercer sa liberté quand on ne se fait pas vacciner? Écoutez, on a exercé notre liberté jusqu'à un certain point, mais je crois qu'ici, Bruxelles est poussée dans le dos par, d'abord, les autres régions, où on voit les taux de vaccination beaucoup plus élevés. Il y a eu un sondage qui a été publié dans Le Soir vendredi dernier, où on parlait que 60% des Belges n'avaient plus confiance dans la stratégie de vaccination parce que les gens ne voulaient pas se faire vacciner. Essentiellement, les critiques s'adressent aux Bruxellois de certains quartiers. Donc, et à un moment où il faut passer avec des stratégies, je pense que c'est la bonne stratégie à adopter, le Covid Safe Ticket. Mais il faut vraiment faire attention aussi à la stratégie qui est, à mon avis, pas la bonne, à savoir pointer du doigt ceux qui ne veulent pas se faire vacciner trop fort. Pourquoi ? Parce que autour de moi, quand je regarde, il y a ceux qui sont rétablis du Covid, qui estiment qu'ils ne doivent pas plus se faire vacciner, alors qu'on lit qu'il faut quand même avoir le vaccin. Il y a aussi une grande partie de la population qui a peur du vaccin. Et là, je crois qu'il y a une stratégie à avoir en disant vous faites vacciner vos enfants contre la rubéole, tétanos, machin, pourquoi pas une autre piqûre. Et bien sûr, il y a une petite frange qui sont complotistes, c'est le grand complot et tout. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ça ne marche pas de pointer du doigt les gens en disant « tu t'es pas fait vacciner, tu es un mauvais élève ». Il faut passer par la persuasion et le travail des acteurs de terrain. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos 2 invités politiques. D'un côté, Zoé Genot, députée bruxelloise écolo, conseillère communale à Saint-Josse, et à ses côtés, Georges Dallemagne, député fédéral CDH. Je ne sais pas s'il est encore conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre. Il présidait le conseil, mais ça... J'étais chef de groupe et j'ai passé la main à Christophe Beukelaar. Très bien, mais toujours conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre et auteur, avec Christophe Amfalussy, d'un livre enquête consacré à Oussama Attar, mais on en reparlera. Alors, tout d'abord, Zoé Genot, vous êtes un peu la représentante d'Alain Marron ici sur ce plateau. Hein. Ah oui, vous êtes députée au Parlement bruxellois. Donc, dites-nous, est-ce que le Covid Safe Ticket est la bonne solution pour que on relance un peu la stratégie vaccinale à Bruxelles? Mais il n'y a pas une bonne solution. Si elle existait, on l'appliquerait, il n'y a pas de solution miracle. La question, c'est, les chiffres remontent, les hospitalisations remontent, 75 personnes hospitalisées en région bruxelloise, en soins intensifs. Le nombre de morts remonte et 1/3 de ces morts sont sur Bruxelles. 2/3 sont des personnes de moins de 60 ans. On doit agir. Et donc, on doit utiliser tous les leviers, aussi bien continuer la campagne de vaccination, et on le voit, elle se multiplie partout. Par exemple, dans ma commune, à Saint-Josse, 300 personnes ont été vaccinées grâce au Vaccibus, au centre de vaccination et aux divers... Il faut arriver à vacciner 16 000 personnes par semaine. Eh bien, la semaine passée, on en a vacciné 9 000. Donc, c'est pas 16 000, mais ça prouve quand même que des gens se rendent dans les centres et se vaccinent, en parlent autour d'eux, disent qu'ils le font. Et donc, il faut continuer cette campagne. Mais c'est clair que du coup, on se dit, ça va probablement pas être suffisant. Et on n'a pas envie de devoir refermer les restaurants, les autres, etc. On espère pouvoir éviter ce genre de scénario. Et donc, c'est clair qu'on examine et qu'on met tout en place pour que le Covid Safe Ticket
puisse être activé. Donc, il est déjà activable pour des événements de plus de 200 personnes. On l'a vu dans votre sujet. Mais à l'heure actuelle, il faut qu'on fasse passer au Parlement une ordonnance d'assentiment, une ordonnance de mise en œuvre. Les textes sont examinés par le Conseil d'État pour mais vous êtes pour, parce que parfois on a l'impression qu'Alain Marron n'est pas très pour le Covid Safety Ticket. Si on pouvait s'en passer, ce serait l'idéal. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on voit que les chiffres continuent à augmenter. Et donc, on fait tout pour qu'on puisse l'appliquer, mais qu'on puisse le mettre en œuvre. Parce que faire un texte, et puis qui dans les fêtes, personne ne contrôle dans les cafés, etc., ça ne servira à rien. Et donc, ce qu'on veut, c'est quelque chose de praticable. Et c'est pour ça qu'on négocie avec chacun des secteurs pour voir comment ce sera appliqué. Et c'est vrai que pour nous, ça doit être limité aux plus de 16 ans, parce que les tout jeunes, il y a encore très peu de vaccinés, et on sait qu'il y a encore un peu plus de doutes par rapport à cette catégorie-là. Donc on pense qu'il faut commencer par convaincre les plus âgés. La vaccination commence à partir de 12 ans. Ma fille, par exemple, a 14 ans et elle a été se faire vacciner. Elle était même presque plus enthousiaste que moi. D'où vient cette idée des 16 ans alors ? L'idée des 16 ans, c'est vraiment de se dire, à partir de 16 ans, les personnes peuvent avancer. On est dans les adultes. Et donc, on commence par eux, quoi. Donc, c'est vraiment ça la volonté. Et l'autre volonté, c'est de se dire que c'est vrai qu'on va commencer par travailler sur les secteurs qui sont des secteurs non indispensables. On ne va pas empêcher les gens d'aller à l'école ou des choses comme ça. C'est pas ça. Par contre, tous les grands regroupements, etc., là, c'est un bon outil. Alors, Georges Dallemagne, vous, quelle est votre opinion ? Covid Safety Ticket, c'est bien ou est-ce qu'il faut carrément vaccination obligatoire ? Mais vous entendez, les choses ne sont pas très claires et c'est un petit peu ça qui est, je dirais, le fil rouge de la gestion de cette campagne sur Bruxelles depuis 1 an et demi. C'est qu'effectivement, c'est confus, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Moi, je trouve que cette gestion, elle a été lamentable depuis le début. Je suis médecin épidémiologiste, j'ai été très sévère sur la manière dont cette campagne, je dirais, de lutte contre le Covid a été gérée à Bruxelles. À la décharge du ministre qui n'est pas à la hauteur, à mon sens, depuis le début, mais je ne vais pas tirer sur une ambulance, c'est qu'effectivement, Bruxelles est trop petit pour gérer à elle toute seule une crise comme celle-là et que ça doit être piloté nécessairement au niveau fédéral et même au niveau européen. Et je suis tout aussi en colère quand j'entends les pays qui, les uns les autres, ont des stratégies différentes. On devrait avoir des stratégies européennes. Mais oui, aujourd'hui, malheureusement, effectivement, le pass, le Covid Safety Ticket, c'est effectivement un instrument qui est une contrainte, évidemment, mais qui est une contrainte tellement moins grave que ce qu'on a connu, le lockdown, le couvre-feu, les bulles de 1, les bulles de 4, enfin, on ne se rappelle plus de tout cela, mais c'était terrifiant. On oublie vite, finalement. Oui, on oublie vite, mais donc c'était des contraintes tellement plus importantes, et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ça permet aux gens, effectivement, d'être protégés de personnes qui, malheureusement, aujourd'hui, pour des raisons totalement irrationnelles ou totalement qu'on peut décortiquer, sur lesquelles il faut travailler, mais qui aujourd'hui, malheureusement, continuent à ne pas vouloir se faire vacciner, c'est une possibilité pour la société de revivre et de pouvoir effectivement avoir de nouveau des activités, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives. C'est important de pouvoir se protéger. Et sur la vaccination, puisque vous posez la question, mais oui, on arrivera à une vaccination généralisée, comme pour d'autres maladies, et ça me semble tellement évident par rapport à une maladie aussi grave, qui a tellement impacté nos sociétés, dont le virus continue à changer, à muter terriblement vite, et on sait qu'il y aura d'autres variants, je veux dire comme pour la grippe, et qu'il faudra se protéger. Mais oui, évidemment, le vaccin, je pense qu'il sera de plus en plus généralisé, et aussi pour les jeunes, et aussi pour les enfants, et vous verrez l'année prochaine, si on a ce débat, ça paraîtra tellement naturel, et tous les débats qu'on a aujourd'hui paraîtront tout à fait surprenants. Je pense qu'on a un vaccin qui est très sûr, parmi les plus sûrs qu'on ait jamais développé. On a un vaccin qui est très efficace, moins efficace aujourd'hui parce qu'on a tardé dans la campagne de vaccination. C'est essentiellement ça qui a permis au virus de muter. Et ces vaccins, il faudra les redévelopper, il faudra en trouver d'autres nécessairement, parce qu'on sait qu'au niveau mondial, il faut que l'ensemble de la population du monde soit protégée pour qu'on soit débarrassé de ce virus. Mais il faut bien se rappeler, ce virus, il est là pour des années, hein. Et je pèse mes mots, et il faudra se protéger collectivement le plus possible et ne pas oublier, parce que j'entends beaucoup la valeur de liberté individuelle aujourd'hui, mon corps m'appartient, les valeurs de responsabilité, les valeurs de solidarité, les valeurs de protection des malades et des plus âgés, ce sont des valeurs qu'il ne faut pas oublier et que moi, en tout cas, j'ai dans mon radar en permanence dans la gestion de cette campagne. À ce propos-là, Zoé Genot, parfois on a l'impression qu'on confronte un peu le collectif et l'individuel.
Est-ce qu'il n'y a pas un moment où la santé publique, en termes de santé publique, il faut dire, voilà, collectivement, il faut se vacciner. Ce n'est pas juste un problème de liberté individuelle. Mais il faut aussi être efficace. Et donc, on voit à l'heure actuelle que de faire la morale aux gens, ça ne fonctionne pas. Donc, et donc l'obligation est la meilleure idée. À l'heure actuelle, quand on voit que des gens fraudent, achètent les autocollants pour mettre dans leur carnet de vaccination, pour aller à la crèche, etc., je ne sais pas si l'obligation est le meilleur outil. Mais par contre, continuer, et là je pense qu'on va devoir déployer encore plus de moyens, à discuter, à convaincre, quand on voit par exemple le travail qui se fait à l'heure actuelle dans les écoles, avec des influenceurs qui descendent, avec des médecins, etc., pour permettre de libérer la parole et la discussion. Je pense que c'est ces outils-là qu'il faut continuer. Ça fait 9 mois qu'on vaccine. Oui. Ça fait 9 mois qu'on vaccine et ça fait 9 mois qu'on est sur le terrain pour essayer de le dire, pour essayer d'encourager, etc. Et moi, je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, mais qui limitent leurs contacts, qui vont partout avec le masque, etc., qui font très attention. Et donc, ces gens-là, je dirais, participent à l'effort collectif. Par contre, il y a d'autres gens qui font n'importe quoi, qui se baladent dans le métro avec le masque sur le nez, etc. Ceux-là, clairement, sont des problèmes. Mais on a déjà des outils, c'est-à-dire l'obligation de porter le masque, et on ne l'a fait déjà pas respecter. Donc, faisons respecter déjà les règles actuelles. Toutes les semaines, on ferme en région bruxelloise des crèches, des unités d'hospitalisation, des maternités, parce que du personnel soignant ou non soignant, mais qui travaille dans ces unités, ne se font pas vacciner. Je dirais, c'est le monde à l'envers. Donc on est là pour protéger des personnes, pour faire en sorte que des grossesses se passent bien, pour que des bébés... et on est obligé de fermer ces crèches parce que des personnes ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a une responsabilité de l'État. Alors évidemment, ça n'est pas simple. Évidemment, on sent bien les politiques qui se font harceler parfois, qui se font agresser parfois, parce que les antivax... Ils y vont. Hein. Quand moi j'ai proposé la vaccination du personnel soignant, on m'a traité de docteur Mengele, de néo-nazi, et que mon compte était bon. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est notre responsabilité comme politique de dire, écoutez, ça peut protéger la société, ça peut nous faire progresser collectivement, ça peut faire en sorte que aussi des jeunes qui sont aujourd'hui en pleine dépression parce qu'ils sont hors des contacts avec leurs copains, que des gens qui ne peuvent plus se voir, qui ne peuvent plus aller voir leurs parents dans des homes, puissent refaire tout cela. Et je pense qu'effectivement, à un moment donné, c'est notre responsabilité. Est-ce qu'il faut un Covid Safety Kit au Parlement fédéral et au Parlement bruxellois ? Évidemment, il faut montrer l'exemple. Clairement, il faut montrer l'exemple, mais on ne peut pas... Je pense que c'est aussi un droit fondamental et il n'y a rien qui fait qu'on peut empêcher un élu par les citoyens de représenter ses citoyens. Je veux dire, il y a des gens qui quittent des partis, il y a des gens qui deviennent des fachos complets, où franchement, je les éjecterai avec grand plaisir du Parlement, mais on ne peut pas parce qu'il y a des citoyens qui les ont désignés. Donc moi, je ne pense même pas que constitutionnellement, on pourrait dire à un élu qu'il n'a pas le droit d'exercer les pouvoirs que lui ont donnés les citoyens. Pendant plusieurs mois, vous avez participé en visio. Donc, si quelqu'un n'a pas le Covid Safety Kit, mais là, il peut pas. Du moment que la personne exerce son droit de vote, ça, il n'y a pas de problème. Ça, on pourrait dire que la personne exerce son droit de vote. Mais par contre, dire qu'un député ne peut plus, qui a été élu par les citoyens, ne peut plus exercer son droit de député, je pense que c'est antidémocratique. Eh bien, on va passer à deuxième sujet, parce qu'on reviendra sur le Covid Safety Kit dans les semaines à venir, pas de crainte. Cette semaine, 2 quartiers se sont rebellés contre l'insécurité. L'ORECA du parvis de Saint-Gilles se plaint d'une bande d'à peu près 10 toxicomanes qui perturbent violemment les promeneurs. Réaction aussi quartier rue de Brabant, Saint-Lazare à Saint-Josse, où une blessure par balle a fait sortir les commerçants de leur gonds. Reportage sur place avec Bernard Denuy. Il est 19h hier soir à l'entrée de la rue d'Arscott lorsqu'un vol avec violence dégénère en bagarre. 2 coups de feu sont tirés, dont l'un touche une personne à proximité. La victime est rapidement emmenée à l'hôpital. Aujourd'hui, le parquet de Bruxelles confirme que ces jours ne sont plus en danger. Mais cet énième épisode de violence dans le quartier, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Les riverains sont furieux. On n'a plus chez nous, on a peur de notre magasin, on a peur. Et on dit quelque chose, ils ont des couteaux ou bien ils ont des cutters sur eux. Et on les laisse partir. Vous trouvez ça normal ? Vol à la tire, bagarre, trafic de drogue, l'insécurité s'est généralisée 24 heures sur 24 et empoisonne la vie des commerçants. Ras-le-bol, et si ça continue comme ça, on va aller au chômage aussi. C'est ça que le gouvernement veut. La clientèle féminine n'ose plus passer par ce tronçon. Et ce problème ne concerne pas uniquement les commerçants, il concerne également tous les travailleurs du quartier, tous les usagers, les fonctionnaires. Ces personnes ont la peur au ventre.
Pour ces commerçants, c'est un sentiment d'impuissance qui prédomine face à une petite délinquance qui, à force d'être restée impunie, nécessite selon eux des réponses politiques plus fortes aujourd'hui. Le souci qu'il y a chez les commerçants, les riverains, c'est qu'on s'est quasi habitué à ça. Mais ça, c'est pas normal. Il n'est pas normal de s'habituer à une telle violence. Ce qui est normal, c'est de trouver des solutions structurelles pour régler tous ces problèmes dans le quartier. Cet après-midi, les bourgmestres de Saint-Josse et Scarbeck se sont exprimés dans un communiqué commun et appellent le fédéral à réagir. Nous n'avons eu jusqu'à présent que peu d'écoute pour les renforts de la police fédérale au niveau de la gare du Nord et pas plus pour enfin trouver une solution pérenne à la question de la prise en charge des transmigrants. Nous réinterpellons à ce sujet Madame Verlinden, ministre de l'Intérieur, et Monsieur Madi, secrétaire d'État en charge de la migration. Les deux communes ont décidé d'interdire dorénavant la consommation d'alcool sur l'espace public du quartier. Du côté du parquet, l'enquête se poursuit afin de préciser les circonstances exactes des incidents. 5 personnes ont déjà été privées de liberté, dont l'auteur des coups de feu. Alors Zoé Genot, vous êtes de Saint-Josse, donc je suppose que vous avez quelques petites informations sur ce quartier. Est-ce que effectivement c'est un quartier où l'insécurité règne ? Mais donc, c'est historique. Je veux dire, ça fait plus de 40 ans que le quartier Nord et donc la fin de la rue du Brabant, la rue d'Arscott, mais aussi quasi le quartier au-dessus, sont un peu des plaques tournantes du trafic d'armes, de réseaux de traite des êtres humains, de trafic de drogue. Et il n'y a pas vraiment de prise en charge globale. Par exemple, le trafic d'armes, c'est quelque chose de grave. On retrouve ensuite ces armes dans des actes de grand banditisme et autres. Et il n'y a pas de grandes arrestations qui se font. Traite des êtres humains, là, il y a du progrès, puisqu'on a quand même assisté à un gros procès il y a 1 an et demi, le démantèlement d'un réseau. Néanmoins, on continue à voir que cela circule, etc. Sur place, c'est ça, et donc, la difficulté, c'est qu'on a une police locale qui pourrait être plus présente. Les habitants vraiment demandent qu'il y ait plus de présence de la police locale, mais très clairement, on a aussi besoin que la police... Quand on parle de trafic internationaux, on a besoin que la police fédérale investisse dans ces dossiers et les suive à long terme et éradique ces... À Saint-Gilles, au parvis Saint-Gilles, c'est pas l'international qui doit agir. Non, ça n'a rien à voir. Mais je pense vraiment qu'il ne faut pas mélanger les choses. Je veux dire, ce que vivent les habitants, les commerçants du quartier Nord, c'est vraiment une situation complexe où ils se retrouvent des fois coincés entre des bandes rivales et autres. C'est vraiment dangereux. Ce qui se passe à Saint-Gilles, c'est on a 7 ou 8 personnes avec des gros problèmes psychiatriques qui, en effet, sont très dérangeantes parce qu'elles poignent dans les assiettes des gens en train de manger sur leur terrasse, etc. Et donc, c'est très dérangeant. La commune a plusieurs fois essayé d'amener ces gens dans des institutions psychiatriques. Dans certains cas, il n'y a pas de place. Dans d'autres cas, on les prend, mais elles sortent très rapidement et recommencent. Donc, ils essayent, avec des arrêtés d'interdiction, de limiter l'accès aux lieux où se sont passées les tensions. Mais c'est quand même c'est très dérangeant, mais on ne parle pas de la même chose. Georges Dallemann, est-ce que l'arsenal de tout ce qu'on peut faire suffit? Parce qu'on se rend compte d'abord, c'est vrai qu'il ne faut pas donner une image sombre, je dirais, de la sécurité à Bruxelles. Globalement, les chiffres sont plutôt à la baisse, on n'a pas une région bruxelloise qui tout à coup est très criminogène. Il y a des points noirs. La bonne nouvelle, c'est qu'on connaît la cartographie en fait de ces points noirs. Alors là, par contre, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on se renvoie la balle entre la région bruxelloise et le fédéral. Les citoyens n'ont que faire de savoir que c'est de la compétence fédérale ou régionale ou locale. Je pense qu'il faut que ces autorités ensemble trouvent des solutions. Alors oui, ce sont des solutions différentes. C'est vrai que le fédéral s'est beaucoup délesté de toute une série de missions de sécurité sans donner les moyens aux communes, et donc il faut trouver les moyens. Il faut que le fédéral effectivement se réimplique à travers ça. On sait qu'il manque 3000 policiers en région bruxelloise. Et puis effectivement, sur le parvis Saint-Gilles ou sur le piétonnier ou ailleurs, il y a le problématique du sans-abrisme qui n'est pas très gênante, mais qui peut être gênante parfois. Et il y a la question, effectivement, de certains qui ont des comportements plus psychiatriques ou qui sont des toxicomanes. Et c'est vrai que ce n'est pas aux commerçants de gérer cette question-là. Et moi, je comprends parfaitement les commerçants qui disent, nous, c'est insupportable parce qu'effectivement, on vient poigner dans les assiettes et puis si les gens se rebiffent, ils reçoivent une paire de claques. C'est effectivement insupportable. On peut en sourire, mais au quotidien, ça finit par être vraiment très lourd. Et donc, oui, là, effectivement, je pense que, notamment au niveau de la commune de Saint-Gilles, il y a une action, notamment de sécurité, mais aussi probablement à l'égard de ces toxicomanes, qui doit être plus forte, plus efficace aujourd'hui, clairement. Il faut davantage les prendre en charge. Mehmet Koksal. Un petit commentaire sur... parce que je passe quotidiennement par la gare du Nord et je côtoie toutes ces personnes. Je pense que la lettre des deux bourgmestres est assez significative dans le sens où
la majeure partie des problèmes vient du fait que le fédéral, en l'occurrence le secrétaire d'État à l'asile, ne prend pas ses responsabilités et toutes ces personnes qu'on appelle transmigrants, qu'on pourrait appeler migrants, etc., transmigrants parce qu'ils veulent aller en Grande-Bretagne, qu'ils sont tout le temps dans le no man's land, un peu comme ça, ici autour de la gare du Nord. Et je voudrais aussi signaler que le fait que ces gens-là soient là ne constitue pas en soi quelque chose de négatif. C'est parce qu'on parle tout le temps de traite des êtres humains, de trafic de drogue, trafic d'armes, mais il y a plein de gens là-bas qui attendent des papiers, en fait. Mais est-ce que le communiqué, justement, ne stigmatise pas certaines personnes, les transmigrants, en disant c'est eux, c'est leur faute? Je suis en train de dire, c'est qu'on est en train de les stigmatiser. Mais vous disiez que c'était un bon communiqué. Janvier 2021, il y a quand même eu une grave bavure policière avec la mort d'un Guinéen du nom d'Ibrahima. Et si vous vous souvenez, il y a eu de grosses manifestations. Et donc, c'est pas que la solution de dire il faut plus de bleus dans les rues et que tout le monde demande ça. C'est pas vraiment ça la solution. C'est la gestion à court terme de ces problèmes n'est pas la solution. Il faut le préventif, il faut l'associatif, il faut des moyens qui, avec une stratégie à long ou à moyen terme, qui s'établissent. Et c'est ça qu'il n'y a pas. Moi, je n'opposerai pas les deux. Je pense qu'on a besoin des deux. Il manque de policiers à Bruxelles. Tous les bourgmestres vous le diront. La conférence des bourgmestres vous le dira. Et effectivement, c'est notamment un problème de financement. Mais en même temps, effectivement, il faut des actions sociales. Il faut des actions de rue, il faut des actions, le plan toxicomanie, moi j'entends qu'il met beaucoup de temps à se mettre en place, etc. Donc il y a des actions effectivement de prévention à mettre, mais je pense que les deux doivent s'articuler très, très nécessairement. Et il faut se rendre compte que dans le quartier nord, il y avait tous ces problèmes de trafic d'armes, trafic de drogue, proxénétisme, ils étaient là bien avant les transmigrants, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Donc là, il y a eu un phénomène en plus qu'il convient de gérer, mais ce sont des choses totalement différentes. Ce ne sont absolument pas les mêmes publics et absolument pas les mêmes réponses. Et c'est aussi un désinvestissement de l'espace public, parce que quand vous voyez la place Saint-Lazare qui est au bout de cette fameuse rue du Brabant, eh bien écoutez, il y a eu un concours d'architecture qui a désigné un architecte il y a 12 ans pour pouvoir refaire tout cet espace. Et on a l'impression qu'on est en zone de guerre entre les blocs. Les travaux, ça dure depuis plus de 10 ans. Hein, oui, non, c'est ça. Et donc, l'espace public, c'est un vrai problème. Et le fait aussi que quand on rénove l'espace public, on ne le fasse pas suffisamment bien. Je vois le piétonnier à Bruxelles. Il est déjà dans un état où on a l'impression qu'il est usé, que les parterres d'herbe, etc., sont déjà dans un état... C'est le vintage de Bruxelles aussi. Oui, mais moi je reviens de Bordeaux. Bordeaux a fait exactement la même chose, mais ils ont pris des matériaux de qualité. Ça a une classe extraordinaire. À Bruxelles, ça a l'air complètement... voilà. Et il fait plus beau, il y a beaucoup plus de soleil. Alors, on va passer à présent à la galerie de portraits de personnalités, nos têtes d'affiche qui ont fait l'actualité de la semaine. Et donc, à vous de choisir celui qui vous inspire, en bien ou en mal. Et on va commencer cette fois-ci par Georges d'Allemagne. Je vous propose tout d'abord Jean-Paul Belmondo, le magnifique, décédé à 88 ans cette semaine. Ou alors Marius Gilbert, l'expert magnifique, devenu auteur. Éric Zemmour, le journaliste provocateur, bientôt candidat à la présidentielle française, ou André Guenen-Erscovici, qui a sauvé des centaines d'enfants juifs et qui vient de fêter ses 100 ans dans un home à Ixelles. Alors, qui choisissez-vous, Jean-Paul, Marius, Éric ou André? En bien ou en mal? Je vais choisir Zemmour en mal. Je pense qu'il restera pour beaucoup de Bruxellois celui qui a dit qu'il valait mieux bombarder Molenbeek que Raqqa. Je pense qu'on n'a pas besoin d'excès aussi fous de langage pour lutter contre le terrorisme. Et vous savez combien je me bats contre le terrorisme. Je pense qu'on a besoin de raison, on a besoin de diagnostic, on a besoin de voir les choses en face, mais on n'a pas besoin d'excès comme cela. De pétroleurs. Voilà. Alors, je vais quand même montrer quelques images de Jean-Paul Belmondo, parce que une des dernières sorties publiques de Jean-Paul Belmondo, on va le voir, c'était à Bruxelles. C'était à l'occasion d'un gant d'honneur symbolique pour des champions de boxe. Et Jean-Paul Belmondo était accompagné de tous les boxeurs bruxellois et boxeuses bruxelloises. Et il était venu, il s'était en plus cassé la jambe ce jour-là, mais il avait tenu à être présent. Et c'était une de ses dernières sorties publiques, et c'était à Bruxelles. Alors, on va passer à présent à vous, Zoé Genot. Je vous propose 4 autres personnes. Tout d'abord... Je voulais tellement choisir André Guelen. Attendez, José Dubié, l'ex-écolo qui critique la dérive communautariste, Salomé de Wals, l'actrice qui fait parler d'elle à Venise, Karine Lallieu, la ministre des Pensions, qui a lancé son plan, ou Romelu Lukaku, sans sélection chez les Diables et 67 buts. Alors, José Dubié, Salomé de Wals, Karine Lallieu, Romelu Lukaku. Bon, mais je vais prendre le plan des pensions.
avec Karine Lallieu, parce que je pense en effet qu'on a hérité du gouvernement précédent un durcissement en matière de pension qui ne tenait absolument pas compte de la situation des femmes, par exemple, qui ont des carrières plus en pointillés, qui prennent des temps partiels, etc., et qui, avec le système qui avait été mis sur la table, risquaient d'avoir des pensions encore plus rabotées que celles qu'elles ont déjà à l'heure actuelle, qui avait laissé aussi toute la question de la pénibilité. C'est pas la même chose de travailler dans un bureau pendant 45 ans que d'être sur des chantiers. Et donc, elle essaye de proposer un équilibre qui fait que les gens peuvent se dire, j'aurai pas une pension mirobolante, mais j'aurai quand même une pension un peu plus décente que ce qu'on me propose à l'heure actuelle. Vous préférez le PS au fédéral que le PS au régional ? Non, pas spécialement. En matière de logement, on a d'assez bonnes coopérations. Là, on va bientôt voter notre texte contre les loyers abusifs et on a une excellente coopération avec eux. Je crois que vous vouliez dire un mot sur André Guenet. Je vous laisse dire un mot sur André Guenet. Mais oui, parce que je pense que vraiment, cette dame, c'est vraiment un exemple. On parle toujours des grands résistants. Et bien là, on a une grande résistante, puisque qui est survivante. Qui est survivante, etc., qui était toute jeune institutrice et qui, au péril de sa vie, j'irais coopérer avec un réseau pour sauver un maximum d'enfants juifs et les cacher. Et c'est un boulot vraiment, je dirais, qui crève le cœur, puisqu'il faut vraiment prendre un enfant, ne pas dire à ses parents où on l'emmène, l'amener tout petit, tout seul et le cacher quelque part, retenir où on a caché quel enfant, etc. Elle a fait un travail fou et elle a sauvé vraiment énormément de vies. Donc on ne peut que dire vraiment chapeau bas à ce genre de personnalité. Josie Dubié, peut-être un commentaire, Georges d'Allemagne, vous le connaissez bien, vous. C'est une grande gueule, un peu anarchiste comme ça, et c'est je dirais à certains égards, en tout cas un compagnon de route, puisqu'il était grand reporter à l'époque où j'étais Médecins sans frontières. Et j'aime beaucoup son coup de gueule sur la dérive communautariste écolo. Je trouve que venant d'un écologiste qui a été 10 ans à l'intérieur du parti, c'est courageux. Et donc, oui, je lui ai envoyé un grand coup de chapeau quand il est sorti là-dessus. Vous avez genou, je suppose que vous ne lui avez pas envoyé de coup de chapeau. Non, je n'ai pas envoyé de coup de chapeau. Et je trouve ça complètement incohérent. Enfin, franchement, il est au PTB, qui a exactement les mêmes positions que nous. Et puis, il ne connaît plus le parti. Il n'y a plus mis les pieds depuis un siècle. Et puis, de loin, comme ça, il fait... Je préférais quand il était grand reporter. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé, pourquoi ? Et c'est Zoé Genoux qui va commencer. La Belgique qui va aller à Durban, malgré les demandes de la communauté juive. Les primes olympiques fiscalisées. Ou le Salvador qui va accepter les bitcoins, premier pays à le faire, les contrôles de vitesse sur le piétonnier, 6 km/h pour tous, ou l'avortement drastiquement réduit au Texas qui augure un retour en arrière aux États-Unis. Que choisissez-vous, Zoé Genoux ? Je vais choisir les contrôles de vitesse sur le piétonnier. Parce que je pense que, quel que soit l'endroit, je suis pour les contrôles de vitesse. Je n'ai pas envie que des trottinettes ou des vélos foncent dans les gens sur le piétonnier. Et je suis très contente qu'on contrôle la vitesse dans les rues. Parce que je pense qu'à 30 à l'heure, on le sait, si vous cognez quelqu'un, il y a beaucoup plus de chances que la personne s'en sorte. Donc je sais que les contrôles de vitesse et les amendes en la matière ne sont pas très populaires. Mais je pense que perdre un enfant ou être gravement blessé, c'est encore nettement pire. Une prise de position courageuse. Georges d'Allemagne, vous choisissez un autre sujet. Moi, je vais choisir Durban. On n'en a pas beaucoup parlé. On fait ça d'ailleurs un peu en catimini. Donc on va assister, nous, Belgique, à cette conférence qui, soi-disant, est une conférence contre le racisme et qui s'est révélée à chaque fois être une réunion foncièrement, violemment antisémite. Et donc on parlait tout à l'heure des enfants cachés. C'est bien de célébrer les grands résistants, mais je pense qu'il ne faut pas assister à ce type de conférence. Aucun de nos voisins ne participera à cette conférence, ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne, ni les Pays-Bas. Je ne vois pas pourquoi la Belgique doit se distinguer dans ce domaine-là. Je pense au contraire qu'il aurait fallu aussi se désister et qu'il aurait fallu avoir aussi une attitude européenne en la matière. Un avis là-dessus, Zoé Genoux ? Mais je pense qu'à chaque grande conférence sur l'antiracisme, on se retrouve dans ce débat et qu'il faut arriver à ce que ces grandes conférences soient des moments aussi bien de lutte contre l'antisémitisme que contre les autres formes de racisme. Et donc, je pense que c'est là que nous devons en être et que nous devons vraiment mettre ces sujets à l'agenda et assumer notre lutte contre l'antisémitisme de manière claire. Mais je ne pense pas que... Madame Genoux, vous savez très bien que ce ne sera pas le cas parce que ça n'a jamais été le cas. Ça fait 20 ans que ces conférences se font et ça fait 20 ans que c'est la même chose. Et des pays, d'ailleurs... C'est la première fois qu'on n'y assisterait pas. Eh bien oui, je trouve qu'à un moment donné, il faut quand même pouvoir faire le bilan.
et de montrer qu'à chaque fois, ça a été une grande conférence de délire antisémite, tout à fait scandaleux, de négationnisme, de remise en cause de la Shoah, donc j'insiste là-dessus. C'était des pays antisémites. Et nous avons assisté à tout cela, et nous avons participé donc à tout cela. Et donc une série de pays, et nos plus grands alliés, je parle du Canada, de l'Australie, les États-Unis, toute une série de pays ont décidé que décidément, ça n'était pas un lieu pour pouvoir se rencontrer, que ça n'était pas un lieu fréquentable, et je ne vois pas pourquoi la Belgique y va. Il y a 20 ans, jour pour jour, Al-Qaïda attaquait l'Amérique et les tours jumelles du World Trade Center, stupeur et effondrement. Pendant que je faisais vivre cet instant historique en direct en radio pendant 4 heures, Marie-Noëlle Dinant et Béatrice Broutou étaient en voyage sur place pour Télé-Bruxelles avec le ministre-président de l'époque, François-Xavier de Donéa, et elles ont aussi rencontré des témoins qu'elles ont revus maintenant. On voit l'impact qui est énorme avec la tour en flammes, la première tour en flammes. On se réveille comme si un jour normal va commencer et puis c'est l'hécatombe. Katia et Alain Zachven sont à New York le 9 septembre 2001. Ce couple de Bruxellois y vit depuis 2 ans. Lui travaille pour une grande banque d'affaires belge, elle pour la chambre de commerce. Et 3 jours après le drame, le retour au travail est difficile, comme il nous le confie à l'époque. Suite à l'attaque à World Trade Center, il y a pas mal de clients qui ont dû périr dans l'écroulement du bâtiment. Le moral est à zéro. Les gens n'ont pas envie de travailler, ils pensent à ce qui se passe, ils pensent surtout aux familles des victimes. 20 ans plus tard, Katia reste aussi marquée par la solidarité qui se met en place entre les New-Yorkais. Je me rappelle, on faisait la file près de chez nous dans des hôpitaux pour donner du sang. Comme mon mari vous expliquait, le ciel est blanc en fait. Le ciel est blanc, opaque. Alain, lui, mesure la chance qu'il a eu d'échapper au drame. Vous rentriez le soir après le travail à la maison, vous aviez une fine couche de saleté, de poussière sur vous et c'était présent pendant des mois à New York. Et je pense à la vie que j'ai eue et surtout à cette chance que j'avais de ne pas avoir été dans les tours parce qu'il faut savoir que énormément de banques se trouvaient dans ce coin-là. Alain et Katia reviennent en Belgique en 2005 avec 3 petites filles toutes nées à New York, une ville qui reste à jamais leur ville de cœur. Georges d'Allemagne, en 20 ans, qu'est-ce qui a changé ? Tout a changé. Vous savez, la dernière décennie du XXe siècle avait été une décennie pleine d'espoir, très heureuse. Moi, je me souviens, la chute du mur, les grandes conférences sur les femmes, sur la pauvreté, sur toute une série. On avait l'impression que le monde allait vraiment changer, allait vraiment être bien meilleur, plus paisible. Il y avait ces grands traités sur la dénucléarisation, sur la fin de l'arsenal nucléaire. On espérait tout cela. Et moi, j'étais à l'époque Médecins sans frontières et je voyais tout cela avec énormément d'enthousiasme. L'Europe se construisait à l'époque. Et puis tout à coup, il y a eu ces attentats. Moi, j'étais échevin à la ville de Bruxelles et j'ai su dès la première minute que le monde basculait. J'ai su dès la première minute qu'on rentrait dans une phase de guerre, de violence, de terreur, et que cette phase-là, on aurait du mal à en sortir, et on y est en fait toujours aujourd'hui. Et donc, oui, le monde a basculé ce jour-là, malheureusement, et on n'en est pas encore vraiment sorti aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est... Nous en parlerons tout à l'heure, mais les attentats de Bruxelles et de Paris sont les répliques finalement de ce grand attentat de New York. On va en parler. Et vous, je ne vous souvenez ce que vous faisiez le 11 septembre 2001 ? Très très bien. J'étais dans une formation en néerlandais et on s'est tous arrêtés et on est restés scotchés pendant des heures devant ces images francophones et néerlandophones ensemble. Parlement fédéral, c'était... Oui, plus rien n'avait d'importance. Toutes les commissions, etc., plus rien n'avait d'importance. Parce qu'en effet, on se doutait que ça allait avoir vraiment des répercussions beaucoup plus fortes. Et je pense qu'il y a eu toutes les répercussions, je dirais, là-bas pour les concernés, pour les services de secours, pour les victimes. Il y a eu toutes les répercussions pour les populations civiles dans les guerres qui ont suivi. Mais il y a aussi eu toutes les répercussions pour les populations musulmanes, y compris ici. Moi, j'ai énormément de témoignages de gens qui me disaient « Avant, j'étais Fatia qui fait ceci, qui cela. Après, j'étais Fatia qui était priée d'expliquer est-ce que je suis musulmane ou pas, qu'est-ce que je pense des attentats, etc. » Et fatalement, ensuite, Charlie Hebdo et autres n'ont fait que renforcer cette... Et j'ai vu un père comme ça, vraiment en larmes, et qui me disait... Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mes enfants, ils ne parlent même plus le Darija et autres. On ne peut pas repartir, on n'a nulle part où aller. Notre pays, c'est la Belgique. Et ça n'ira jamais, on n'aura jamais notre place après ce qui s'est passé, ces attentats. Et donc, je pense que ceux qui
outre les victimes, ceux qui ont été vraiment les plus touchés, ce sont malheureusement les populations musulmanes. Mehmet Koksal, vous vous souvenez ce qui se passait il y a 20 ans dans votre vie de jeune adulte? Oui, j'étais à l'UNIF et en fait, on parlait exactement de... M. Dahlmann a bien expliqué, à l'université, on avait... Enfin, c'était pas le jour même, mais quelques jours avant, on avait des débats sur Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, le clash des civilisations avec d'autres auteurs. Et puis finalement, le 11 septembre arrive et le basculement. Donc on est passé d'un monde où c'était la fin de l'histoire, l'Occident avait gagné, la liberté, etc., à le siècle des terrorismes, quoi, avec l'annonce que des attentats vont se multiplier, et puis les discriminations et la peur qui va venir nous toucher en notre plus tout près de chez nous, quoi. Et vous, Stéphanie Meyer, vous étiez déjà au téléphone avec un architecte spécialiste des tours? Pas tout de suite. Hein. Je travaillais à la Libre à ce moment-là. Donc on a découvert ces images sur CNN. Et c'est la première fois en fait qu'il y avait un attentat qui était traité en direct. Hein. On avait ces images hallucinantes parce qu'on n'en avait pas énormément des images à ce moment-là. Donc c'était un peu tout le temps les mêmes qui tournaient. Et je me souviens qu'il y avait cet avion qui était dans les tours, première tour, deuxième tour. Puis il faut écrire un papier. Donc comment est-ce qu'on évacue une tour? Donc je prends un architecte d'une grande tour bruxelloise et commence à m'expliquer. Et puis la deuxième tour s'effondre sous mes yeux. Et je lui dis, ah stop, c'est fini, ça n'a plus de sens, cet article n'a plus de sens. Il dit, quoi, comment laisser tourner? Bon, soit. Là, c'est pour l'anecdote. Plus profondément, c'était la première fois qu'on avait des attentats directs et ça a changé considérablement la narration au niveau journalistique, le rythme, le contenu. C'est le début de cette période où on a commencé à faire en télé des grands directs qui n'en finissaient plus, qu'il fallait remplir. Puis au fil des années, des attentats qui sont succédés, malheureusement, on a eu de plus en plus d'images de nos équipes sur le terrain. Puis dans une seconde vague, les images des smartphones qui arrivaient avec quelques heures de décalage. Et c'était aussi une révolution au niveau médiatique de poser la question, mais qu'est-ce qu'on diffuse? Comment on le diffuse? On l'a vu pour les attentats de Bruxelles, où à un moment, la police nous a dit, les gars, il faut arrêter de dire, de montrer en temps réel où sont les gars, les services de police ou d'intervention dans les bâtiments. Est-ce qu'on encourage les terroristes en montrant l'œuvre des terroristes? Alors justement, c'est toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu'on doit donner comme information sur l'identité des terroristes pour ne pas arriver dans une glorification de ces personnes-là? Sur l'identité des victimes ou les images des victimes en termes de respect. Tout ça dans une fuite un peu en avant des directs. Hein. Quelles images utiliser, quels termes utiliser. Et donc, il y a cette question de l'intérêt général. On en parlait tout à l'heure pour un autre sujet. Ici, cet intérêt général qui doit primer tout en donnant de l'information. Jusqu'où aller dans l'information? Les terroristes, en fait, nous tendaient un piège médiatique quelque part, parce qu'ils n'existent qu'à travers la publicité qu'ils ont, qui passe par la médiatisation. Donc, au niveau journalistique, ça a été vraiment le début de toute une réflexion qui a continué. Et moi, je l'ai bien vu à travers, malheureusement, les différents attentats qu'on a dû suivre. On n'a pas traité de la même façon au fil du temps. Il y a vraiment une évolution qui s'est faite là. Il y a quand même un élément intéressant. Cette semaine a démarré le procès des terrasses et du Bataclan, des attentats du 13 novembre à Paris. Et il y avait Salah Abdeslam qui était là. Il était là avec son t-shirt noir, cheveux mi-longs. On peut voir le dessin qu'en ont fait les dessinateurs de presse. Et alors, il a fait une déclaration qui était « Il n'y a pas de divinité autre que Allah et Mohamed et son divinatoire et son messager ». Et le juge a dit quelque chose d'extraordinaire. Après ça, il a dit « On verra ça plus tard ». Et je trouve que c'était une manière, effectivement, de lui dire « Taisez-vous, on va passer aux choses sérieuses », alors que lui voulait vraiment se sublimer et montrer qu'il était un combattant de la cause. Oui, Mehmet Koksal. Un petit commentaire sur ce juge français. Oui. Je trouve qu'il a beaucoup d'humour parce que quand Salah Abdeslam se présente comme le combattant de l'État islamique et tout, il dit « Sur ma fille, je vois intérimaire ». Donc, ça m'a fait rire. Donc, c'est la question des termes qui est mais très importante. est-ce que l'humour permet de lutter contre le terrorisme? Parce que là, on a quand même beaucoup de morts. Nous, ça nous fait rire, mais moi, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas quand même des gens qui soient touchés par les messages d'Abdeslam. Et donc, je me demande si on n'aurait pas quand même intérêt déjà à quasiment dire le terroriste survivant, il ne mérite même pas d'être nommé, et que son cirque mériterait des entrefilets, parce que là,
quelque part, c'était quand même à sa gloire. Vous ouvriez les médias, vous aviviez des fois 5, 6 articles avec sa photo, etc. Oui, faudrait mieux montrer les victimes que les terroristes. Je ne suis pas sûre que il n'y ait pas comme des gens qui se disent quelqu'un qui résiste au système, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment être excessivement prudent dans le traitement de ces guignoleries qui malheureusement ne sont peut-être pas des guignoleries pour tout le monde. Mais effectivement, c'est ce que disait, je pense, Stéphanie aussi, c'est que le but du terrorisme, c'est pas de tuer les gens, c'est de créer un climat de terreur, et donc les médias participent en glorifiant quand c'est pas bien fait, quoi. Donc c'est un peu Alors, ça. à propos de terrorisme, parlons d'Oussama Attar, puisque vous avez écrit avec Christophe Lamfaloussi, Georges d'Allemagne, vous avez écrit Le clandestin de Daesh, l'histoire d'Oussama Attar, qui est, maintenant, ça a l'air assez clair, surtout en lisant votre livre, c'est déjà quelque chose qu'on savait partiellement, c'est le cerveau des attentats de Paris et de Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi on n'a pas pu arrêter cette personne à temps, alors que finalement c'était quelqu'un d'assez connu. La Belgique a même aidé à essayer de le libérer alors qu'il était en prison en Irak. Et c'est une histoire terrifiante et c'est une histoire qu'on cache. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Parce qu'on a voulu mettre ça sous le tapis. Parce qu'effectivement, c'est un jeune Lacanois qui très tôt part là-bas en Syrie, qui puis passe en Irak, qui va combattre avec Al-Qaïda, qui va être capturé par les Américains et qu'on aura de cesse, une partie de la société civile, certains députés, mais surtout nos services de renseignement et les autorités de l'État au plus haut niveau à faire revenir ici. Certains pensant qu'il est complètement innocent, qu'il n'a rien fait, que c'est un pauvre gars, qui est le symbole même, je dirais, de l'abus en matière de droits de l'homme. Et d'autres disant on va s'en servir comme pot de miel pour infiltrer les milieux djihadistes ici. Et en fait, le gars, très clairement, il est radicalisé déjà dès le départ, parce que les premiers chapitres, c'est sur Laken, comment ça se passe, ses premières radicalisations. Et puis, très clairement aussi, il y a des rapports qui arrivent au niveau des services de renseignement, au niveau de la CIA, dès 2006, 2007, 2008. C'est clair, le gars est dangereux. Et les Belges continuent à vouloir le faire revenir, promettent de le mettre sous contrôle, promettent de faire exactement ce qu'ils ont fait avec des personnes qui avaient été détenues à Guantanamo, qui étaient des Belges, qui ont été mis sous surveillance à leur retour en Belgique. Et en fait, ce contrôle n'aura pas lieu. Ou en tout cas, c'est la version officielle. Oui, donc il reviendra et il repartira. Alors, en 2012, il va radicaliser ses cousins germains qui vont se faire exploser en 2016 à Malbec et à Zaventem, et donc les frères El Bakraoui. Il va mettre en place les prémices d'un QG opérationnel terroriste ici en Europe qui est destiné à frapper l'Europe. Il va repartir en Syrie et en Irak et de Raqqa, il va monter très rapidement les échelons de l'appareil de l'État islamique. Il va arriver au sommet de l'État islamique pour des raisons qu'on explique bien, parce que parfois on nous dit mais comment se fait-il qu'un gamin Laken, mais il avait il avait des compétences. Il avait les compétences et là il va piloter très précisément les attentats, à la fois sur le recrutement des équipes, sur l'envoi des équipes, sur les explosifs, très sur les clairement, cibles. sur Paris, c'est vraiment lui qui organise tout. Sur Bruxelles, comme ils ont dû travailler un peu dans l'urgence, c'est moins clair comment on le comprend dans votre livre. Alors, c'est clair que sur Bruxelles, il est devant une situation de fait, mais c'est encore avec lui que sont en contact les terroristes la veille des attentats en disant écoutez, c'est vous l'émir, c'est vous qui décidez, mais nous, on est acculés, on est dans une nasse. Ils ont l'identité des frères El Bakraoui. Salah Abdeslam vient d'être attrapé. Il faut qu'il frappe et donc il décide de frapper Bruxelles. Mais Bruxelles n'était en principe pas une cible. Ce qui était une cible, c'était de nouveau Paris et c'était aussi, semble-t-il, Schiphol et même Londres. Donc, en Hollande. Est-ce que, Zoé Genoux, vous faites partie des députés et autres sociétés civiles qui ont appelé à la libération d'Oussama Attar? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un mea culpa à faire? Est-ce que vous vous sentez berné aujourd'hui? Mais très clairement, quand on repasse le film, on se dit « Ah, j'aurais dû avoir cette info, j'aurais dû le savoir et je n'aurais pas dû agir comme ça. » Mais ça, c'est a posteriori, parce qu'avec les informations dont je disposais à l'époque, je réagirais exactement de la même manière. Moi, à partir du moment où la Croix-Rouge et Amnesty me disent
ben voilà, il y a un ressortissant qui ne reçoit pas les soins médicaux auxquels ils doivent avoir, parce qu'on ne militait pas pour sa libération, on militait pour qu'ils reçoivent les soins médicaux soit ici, soit là-bas. Oui, parce qu'on disait qu'il avait un cancer. Exactement. Ben, on a dit, ben voilà, il faut que la Belgique assume. Et à l'époque, on ne sait pas du tout que... Vous ne demandiez pas sa libération. Non, à l'époque, revoyez les vidéos, à l'époque, le problème est principalement un problème de santé. Et on ne sait pas du tout que depuis 2008, la Belgique essaye de le faire sortir, que Didier Reynders a déjà entrepris toute une série d'opérations. On ne connaît pas du tout cette partie-là de 2008 à 2010. Et ce qui est plus étonnant, c'est quand, a posteriori, on vous dit aussi qu'il a été condamné pour terrorisme. À l'époque, on ne parlait que d'une condamnation pour franchissement de frontières. Et donc, il y a toute une série d'informations. Alors, est-ce que le gouvernement belge avait l'ensemble des informations ou ne les avait pas? Qu'est-ce que les Américains ont transmis aux Belges? Qu'est-ce que les Belges ont reçu et transmis ou pas au gouvernement? On ne sait pas. Comme député, n'avait pas ces infos et que Georges Zalman les a... Il les a en 2021. Non. Donc, à l'époque, on n'a pas ces informations. Je veux m'inscrire en faux par rapport à ce que Zoé Genot dit. Relisez les oui, mais articles de l'époque. justement, s'il y a bien une enquête que j'ai menée, c'est celle-là, et de manière approfondie. Dès que je suis moi-même sollicité par certaines associations, je m'informe, puisque je suis aussi sollicité comme député attentif aux questions relatives aux droits de l'homme, et on me dit, notamment Amnesty International, me dit il faut se mobiliser. Et en fait, dès ce moment-là, dans la presse flamande, il y a des articles. Il y a en tout cas un article qui dit oui, voilà, il aurait franchi la frontière illégalement, mais d'après mes sources, et le journaliste dit, il aurait aussi combattu avec Al-Qaïda, il était aussi mêlé à des trafics d'armes. Donc très clairement, à la fois l'itinéraire de cet individu, que va-t-il faire dans cet endroit où il y a une forte présence d'Al-Qaïda, ces soupçons qui pèsent déjà, moi je me retiens de considérer qu'il est purement innocent. La deuxième chose... Pourquoi on ne le dit pas, Joël Milquet, qui est ministre et qui prend la décision de demander sa libération avec les autres ministres du Conseil restreint, si vous avez toutes ces informations? Non, Joël Milquet, comme d'autres ministres, comme tous les ministres du gouvernement, font une opération où ils essayent de le ramener pour pouvoir effectivement infiltrer les milieux djihadistes. Et j'ai aussi un regard tout à fait surprenant là-dessus. Mais votre histoire ne tient pas la route, c'est simplement ça que je veux dire. Et vous avez mené le bouchon très très loin. Parce que autant certains parlementaires, à un moment donné, ont mené cette campagne et se sont rétractés rapidement, vous avez continué. Et Colo en a fait véritablement une campagne partisane de partis sur son site. On n'a même pas posé de questions parlementaires. Mais si, Juliette Boulet a posé des questions parlementaires et c'était sur votre site web, et là je peux vous montrer les captures d'écran, vous en avez fait une campagne partisane. Et le jour de la célébration des droits de l'homme, le 10 décembre, alors qu'à ce moment-là, on savait déjà depuis très longtemps, à travers les affaires étrangères, à travers la Croix-Rouge, qu'il était en parfaite santé, qu'il n'avait absolument rien d'autre qu'une gastroentérite, vous prenez son exemple au Parlement bruxellois pour en faire la victime même de toutes les exactions en matière de droits de l'homme. Donc je ne vois pas comment j'aurais pu faire au Parlement bruxellois quoi que ce soit. Donc... Au Parlement bruxellois, vous menez une campagne. Mais attendez, parce qu'on ne va pas faire tout le reste de l'émission là-dessus, je laisse juste 30 secondes pour que vous ayez une réponse, Zoé Genot. Et après, on passe à la suite de l'émission. Mais donc moi, clairement, ce qui m'inquiète, c'est que clairement, le gouvernement belge, les associations, nous avons essayé de faire revenir ce monsieur. Le gouvernement belge avait dit, soit il va purger la fin de sa peine en prison, soit il sera suivi. Et puis, est-ce que la dangerosité n'était pas su, etc. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ce monsieur ne finit pas sa peine en prison, n'est pas suivi et est relâché dans la nature et disparaît. Oui, ça c'est pas votre responsabilité. Et donc là, très clairement, il y a un problème. Donc si tout le monde savait, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas poursuivi, ce monsieur, si tout le monde savait. Mais c'est facile à posteriori de dire des choses comme ça. Georges Talman, est-ce que ça n'a pas été finalement le cas de beaucoup de gens de ne pas avoir vu les choses? Parce que quand on lit votre livre, même à Laken, là où il a commencé la radicalisation... Je ne fais pas le procès de Zoé Genot ou d'autres. Je dis simplement qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu les choses se passer. De naïveté, parfois même un peu plus, par rapport à un personnage qui se présentait, dont la famille le présentait comme étant une victime innocente, et pour lequel il y avait, à mon avis, déjà suffisamment d'indices dès le départ pour se dire, tiens, ce gaillard n'avait rien à faire là-bas, et moi je reste prudent par rapport à cette histoire-là. Mais c'est vrai, c'est une partie de l'histoire. L'histoire, elle est beaucoup plus complexe que cela, elle est beaucoup plus impressionnante et choquante que cela.
Parce qu'effectivement, il y a eu toute une série d'étapes dans cette histoire, dans cette radicalisation, dans le fait qu'il est revenu, dans le fait qu'il n'a pas été mis sous contrôle. Et c'est toute cette histoire-là qui est importante. Et donc, moi, j'ai voulu simplement, sobrement écrire toute l'histoire. Pour être clair, le livre n'est pas un livre politique, il est vraiment un livre d'enquête sur tout ce qui s'est passé avec Atta. Et il y a beaucoup de choses. Merci, on passe au coup de cœur. Stéphanie, vous avez 30 secondes pour nous parler de la vraie vie. La vraie vie, c'est tous les vendredis à BX1, on regarde un peu ce qu'il y a au programme du week-end pour faire le journal du week-end qui est un peu plus festif que les autres d'habitude. Ça fait 1 an et demi qu'on rame pour trouver des choses à faire. Et quand on regarde ce week-end, le week-end prochain et tout ça, on voit que la vraie vie reprend. Alors évidemment, avec des précautions, des mesures sanitaires, il faut que tout le monde reste prudent. Mais ça fait du bien de voir que la vraie vie reprend, que le Bruxelles qu'on aime bien se ranime. Et justement, un exemple, Mehmet, parce que vous avez choisi un site très actif en matière d'art et qui parle de toutes les activités du week-end, c'est Mu in the City. Mu in the City, c'est dédié à un magazine en ligne qui est dédié aux arts visuels à Bruxelles. Je ne suis pas spécialiste de l'art, mais j'aime beaucoup les suivre en fait sur les réseaux sociaux. C'est dirigé par Muriel de Crénancourt et son équipe. Ils arrivent à vraiment donner une très très belle couverture journalistique de tout ce qui se passe en matière d'art visuel, d'art moderne à Bruxelles. Et donc, il y a notamment ce week-end, pour les gens que ça intéresse, il y a le Brussels Gallery Weekend qui se passe. Et donc, ils vont se promener dans les galeries et il ne faut même pas y aller si vous ne voulez pas. Il suffit de suivre le site et les réseaux sociaux pour avoir un goût de ce qui se passe. Et il y a aussi le Design Market au Sablon. Il y a plein de choses ce week-end. Et moi, je voudrais vous parler des Golden Afro Artistic Awards que BX1 diffusera samedi soir. C'est la première année qu'on le fait. C'est donc à 20h samedi sur BX1. Voici le lancement. Alors c'est à ne pas rater puisqu'il y a les plus grands talents de la communauté africaine de Bruxelles et de Belgique. Il y a de la mode, il y a de la musique, il y a de la littérature. C'est vraiment un moment à ne pas rater parce qu'on parle beaucoup des Magritte, des Césars, des Octaves. Eh bien, il y a aussi les Golden Afro Artistic Awards et c'est sur BX1 à 20h et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des experts. Bon week-end à tous.